Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Elle s'était rendue au Koweït afin d'y travailler en tant que femme de ménage dans des foyers. Objectif, gagner beaucoup d'argent. Elles étaient loin d'imaginer les dures réalités de ce pays du Golfe arabo-persique. Abus sexuels, travaux forcés, traitements inhumains, leur sort a été porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et même internationale le 21 septembre dernier au travers d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. 4 jours après, le gouvernement camerounais confirmait la localisation de 14 jeunes dames au Koweït. Les laissez-passer pour leur furent par la suite délivrés par la représentation diplomatique de Riyad afin de faciliter leur retour avant le 10 octobre dernier. 8 d'entre elles ont foulé le sol du pays hier. Koweït, l'envers de la carte postale. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Koweït, l'envers de la carte postale. Pour en parler ce soir, je suis avec Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision d'ici et d'ailleurs. Je voudrais dire bonsoir à tous mes panélistes et particulièrement à notre fille, notre sœur qui vient de nous retrouver, qui a subi de l'atrocité de l'être humain là où elle était au Koweït. Nous lui souhaitons la bienvenue au 237. Nous sommes convaincus qu'elle pourra se rétablir et reprendre confiance en son pays et remener une vie normale. Ok. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? En effet. Sur ce plateau également, Jonathan Batengene, bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà, vous êtes sociologue, économiste, c'est bien cela? Effectivement. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci à vous qui nous déroulez le plateau. Oui. Et je dis aussi bonsoir à tous vos téléspectateurs, Oui. à tous ceux qui nous regardent en ce moment et bonsoir à tous les copanélistes. Voilà, vous êtes sociologue, je l'ai dit, à côté de vous, elle est plutôt psychologue. Bonsoir, honorable Marlise Doualabel. Bonsoir. Voilà, vous êtes psychologue. J'ai Je affaire suis à la psychologue. psychologue aujourd'hui. C'est bien cela. Voilà. Et je suis très heureuse de ce plateau qui raconte bien l'histoire des échanges intergénérationnels Oui. avec 2 beaux enfants. Et puis nous à côté, c'est vraiment un très beau tableau. Et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent seront contents de nous suivre et tireront quelques enseignements de ce que nous avons à leur dire. Voilà, elle est là. Prudence Kenembeni. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes au Cameroun depuis hier. Oui, nous sommes arrivés aussi au Cameroun à 14h30 à l'aéroport international de Douala. 14h30. Vous avez retrouvé votre famille? Oui, nous avons retrouvé la famille qui nous attendait déjà depuis l'aéroport. Vous êtes parti d'où pour arriver à Douala à 14h30? Nous sommes quittés du Koweït et on a fait escale à Éthiopian parce que c'est Éthiopian Airlines que nous avons pris. Addis Abeba. Oui, à Addis Abeba. Nous avons encore fait escale à Malabo. Oui. C'est de Malabo que nous venons à Douala. Ok. Racontez-nous. Vous êtes parti du Cameroun en quelle année? Je suis parti Pour le Koweït. Je suis parti du Koweït Du Cameroun? Oui, du Cameroun le 7 mai 2018. Ah, cette année même? Oui, c'est cette année-ci. Oui. Comment? Oui, c'est une amie déjà qui est au Koweït, que les réseaux l'ont fait partie. Elle m'a fait part que... Qu'est-ce qu'on appelle le réseau? Donc c'est le nom qu'ils ont donné. Le réseau? Oui, le réseau. Oui. Oui, le réseau du Koweït. Donc c'est le nom qui est donné pour le départ de là-bas. Oui. Oui, donc l'agence même n'a pas de nom. Oui, Ah, elle n'a pas de nom? Non, ça n'a pas de nom. Donc, Oui, racontez-nous. oui, donc, dès que elle a fait part de ça et qu'elle vit bien. Elle est bien gardée, elle n'a pas de problème dans sa famille et que sa famille d'accueil, vous voulez dire? Sa famille d'accueil. Oui. Et que l'agence aussi a demandé s'il y a d'autres filles qui veulent venir travailler, qu'elles viennent. Cela,
elle a fait part de ça, ma grande sœur, c'est elle qui me tient informé que voilà un réseau pour le Koweït. Oui, la fille qui est là-bas dit qu'elle vit bien. J'ai communiqué avec la fille et m'a confirmé que non, je vis bien. Regarde même sur les photos, parce qu'elle faisait les appels vidéo sur WhatsApp avec nous. Donc c'est là, on a commencé la procédure. Faire un certificat médical, oui, que j'ai fait sur Yaoundé parce que je réside à Yaoundé. J'ai fait un certificat médical et j'ai fait mon casier judiciaire. Oui, et je suis montée sur Douala parce qu'elle m'a dit c'est à Douala que les papiers vont se faire. Donc c'est sur Douala maintenant. J'ai été hébergée j'ai fait, je crois, 3 semaines ici sur Douala. Chez qui? Chez mon papa. Oui, j'étais chez mon papa. Il était au courant de tout ce qui se faisait là? Quand je suis arrivée, je lui ai expliqué. Il m'a dit, lui n'a jamais entendu, mais il verra ce que ça va donner. Oui, parce que je lui ai dit, c'est un travail de ménagère. Selon la fille qui est là-bas, m'a expliqué, c'est un travail de ménagère. Donc, comme je suis arrivée, j'ai fait 2 jours. C'est le 3e jour qu'on m'a envoyé à l'immigration. Là, oui, à Bonanjo. Rencontrer un monsieur pour qu'il me fasse un passeport. Parce que je n'avais pas d'argent. Ce sont les filles du Koweït qui finançaient. Les filles qui nous font voyager là, ce sont elles qui finançaient. Donc, je suis juste allée remplir les formalités comme ils m'ont demandé, j'ai rempli les formalités, je suis rentrée. Donc, quand le passeport est sorti, il a remis à la maman de la fille qui est au Koweït, qui nous fait venir. Il a remis à la maman et ce passeport m'a été remis à l'aéroport. Oui. Le jour du départ? Le jour du départ. Donc, vous n'avez rien dépensé pour... Je n'ai rien dépensé. Ok. Donc, comme les dossiers ne faisaient que continuer, je recevais juste les visas par WhatsApp. Oui. Il fallait que je scanne pour retirer, il fallait scanner. Je retirais des visas, le contrat de travail, tout ça c'était sur WhatsApp. Okay. C'est à l'aéroport, dans un cyber, que j'ai retiré tous ces documents. Il y a le monsieur dont... qu'on m'a demandé qu'il faut que je signe une dette de reconnaissance. Parce qu'ils m'ont fait... Une reconnaissance de dette? Oui. Et ça levait à combien? 200 dinars, qui est une valeur de 360 000 ici au Cameroun. Okay. 360 Payable 000 comment? Payable en 3 mois. Donc chaque fin du mois, je devais donner mon salaire, tout le salaire. Tout le salaire? Oui, chaque fin du mois, je devais donner tout mon salaire pendant 3 mois. Okay. Oui, pour rembourser la dette que mon papa et moi avons signé à l'aéroport. D'accord. Votre papa a signé à l'aéroport? Oui, il a signé cette dette à l'aéroport. Le nom de ce monsieur, je n'ai pas cherché à savoir parce que j'avais seulement cette envie d'aller travailler. Donc, je n'ai pas prêté la vigilance et tout. Okay. Donc, avec tout ce qu'ils m'ont raconté, j'étais seulement fière de me lancer. On vous a miroité à Eldorado. Oui, donc je avais seulement la tête à Merci, partir. Prudence. Je reviens à vous. Le sociologue que vous êtes, Jonathan Bating, lorsque vous écoutez ça, la première réaction? La première réaction, c'est qu'on a affaire avec un phénomène qui est devenu assez récurrent dans la société. C'est l'immigration vers les sociétés dites de bonheur. Parce que nous avons la figure d'une diaspora de réussite. La figure de cette diaspora de réussite donne l'impression que le bonheur, c'est ailleurs. En lui-même, l'immigration n'est pas un phénomène nouveau. Cependant, c'est la construction du mythe de l'immigré qui va vers des succès économiques et qui revient vers sa famille pour changer leurs conditions de vie. C'est ça qui prime. C'est ça qui fait que le père accompagne sa fille pour signer? Effectivement. Surtout avec cette figure de l'immigré qui est devenu une sorte de héros de la famille dans des conditions de pauvreté ambiante. Le chômage des jeunes étant criard dans notre pays, on se rend compte qu'il y a une économie de l'immigration qui est en train de se mettre sur pied et qui a ses propres canaux de réflexion. Par exemple, notre sœur qui est là, malheureusement, elle raconte à ses dépens son histoire.
Et effectivement, c'est comme ça que ça se passe, c'est des réseaux de confiance. Ce qu'on appelle en sociologie des réseaux fermés. Oui. C'est des cercles clos et il existe ce qu'on appelle des ponts structuraux, c'est-à-dire des individus intermédiaires qui, puisque c'est une information qui est entre guillemets... C'est ça qui constitue le réseau? Effectivement, puisque c'est une information qu'on vous apporte. L'information dit, dans tel pays, il y a des opportunités, alors c'est comme même un choix, une élection. Donc vous vous considérez comme béni, comme élu, quelqu'un de spécial pour recevoir l'information. Et c'est comme ça qu'en se lançant dans l'activité, puisque c'est des réseaux fermés. Et les réseaux fermés, la nature des réseaux fermés, c'est des cercles où la confiance est optimale. Donc, puisque c'est un réseau fermé, la personne qui s'engage il y a un processus de dépersonnalisation. Donc elle ne peut plus avoir les mêmes mécanismes de réflexion que dans les réseaux ouverts où on fait des choix, on analyse de manière rationnelle, on fait des calculs. Là, on agit sur la base de la confiance et de l'information. Alors, comme c'était son ami qui l'a informé, donc elle a agi de manière dépersonnalisée. C'est vrai que pour les juristes, on a Maître Biliga qui nous dira si c'est une infraction, cette manière d'embrigader. Non, moi j'ai un problème là. Elle a dit que tout le salaire est reversé. Maître Biliga, est-ce que ça se conçoit? Est-ce qu'on doit prendre l'entièreté du salaire d'un employé? Non, pas du tout, pas du tout. Donc là, il y a déjà un problème. Quand un employé travaille, la rétribution, c'est le salaire. Il peut arriver que cet employé ait une dette vis-à-vis de son employeur. Dans ce cas, il y a une partie de la dette qui peut être payée sur ce salaire d'une manière définie. Donc, prenons un exemple banal. Vous prenez ce que nous appelons la quinzaine. Vous prenez au niveau de la société un prêt, un emprunt. Vous êtes obligé de le payer. Et on vous le payer à travers votre salaire. Vous le payez d'une manière suivant une quantité bien déterminée. Parce que si vous travaillez et que vous n'êtes pas salarié, ça s'apparente à de l'esclavage, aussi simple que ça. Parce que tout travail implique nécessairement une rétribution. Et donc, dans le cas d'espèce, il n'y a même pas de doute là-dessus, même si elle avait une dette vis-à-vis des personnes qui l'ont mise en contact, normalement, elle devait d'abord apercevoir son salaire et le payer. C'est d'autant plus que dès qu'on suit le récit, c'est pas, elle travaille chez une autre personne, elle est donc placée chez une personne. Mais ce que je comprends, c'est que cette personne paye à la structure, au réseau, si vous voulez, et c'est le réseau qui, en principe, devait pouvoir lui faire la payer, et le réseau décide donc de couper, de retenir entièrement jusqu'à ce qu'elle soit payée, jusqu'à ce que le réseau rentre dans ses droits, la rétribution, la rémunération que cette femme était supposée avoir chaque fin de mois. Ok. Marie Dolabel, une jeune fille, dans quel état d'esprit elle peut se retrouver? Parlons, elle est rentrée hier, comment elle se sent? Le regard de la société, des gens. D'abord, si vous le permettez, je voulais, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, dire que ce n'est pas redondant qu'il y ait un sociologue et un psychologue. C'est des disciplines voisines, c'est les sciences humaines, mais qui s'occupent des champs ou alors qui utilisent des lunettes différentes pour lire le monde. Et le sociologue, lui, va surtout s'intéresser à la société. Et il a très bien expliqué comment ça fonctionne, comment fonctionnent les sociétés, quels sont les ressorts qui sont utilisés dans les sociétés, quels sont les rapports qu'on peut avoir à l'intérieur de cette société. Et le psychologue, lui, il va s'intéresser à l'individu, à la personne, à son mental, à sa motivation, à son comportement, à ses aspirations, à ses émotions, etc. Donc, c'est la personne qui intéresse le psychologue. Et ici, les deux lectures sont très importantes parce que nous avons l'impression de parler de quelque chose de simple qui ressemble à une fugue. Mais ce n'est pas une fugue, c'est le crime organisé. Puisque la traite des êtres humains représente à peu près, c'est le troisième revenu mafieux dans le monde, après la drogue et la contrefaçon. Donc c'est un crime organisé. Ce sont des gens organisés et qui font de l'argent en vendant les gens, parce que c'est de la traite des personnes. Ils ont vendu la petite à des gens qu'ils ne connaissent même pas,
ils l'ont confié à des gens qui... Et elle, vous allez bien comprendre que dans sa motivation, ce n'est pas que les 360 000 que représente... C'est pas, parce que finalement, quand on divise les 360 000 par 3 mois, ça fait 100. Donc, elle s'en va pour gagner une centaine de mille. Oui. Aller aussi loin, courir le risque d'aller aussi loin pour gagner une centaine de mille, c'est bien parce qu'au-delà de l'argent, il y a un autre rêve. Un rêve pour s'accomplir, un rêve pour se réaliser. Et elle, à travers ce premier emploi qui était femme de ménage, elle y mettait d'autres choses. La réussite d'une vie, l'épanouissement, et peut-être s'installer, et puis faire venir peut-être ses petits frères, Donc, tout un cheminement dans sa tête qui va être brisé brutalement. Mais sa chance à elle, c'est que ça a été un projet familial. Oui. Et parce que c'est un projet familial, elle va certainement être dans un cocon où on va essayer de la soutenir, de l'aider à retrouver ses marques, de l'aider à se restructurer. Mais il y a pire, il y a des enfants qui sont partis avec une fugue. C'est-à-dire les parents ne sont pas au courant, on a fait avec les copains, et puis finalement, on s'en va et on revient de cette façon-là. Et là, c'est très, très difficile pour l'enfant qui revient et qui est donc, qui fait l'objet de rejet, qui fait l'objet des colibets, qui fait l'objet d'une stigmatisation, alors qu'elle a besoin, pour repartir, pour trouver des ressorts pour repartir, elle a besoin d'être encadrée, écoutée, conseillée, guidée. Ok. Prudence Kedembele, lorsque vous arrivez au Koweït, première des choses, c'est quoi? Vos documents sont confisqués? Oui, les documents sont confisqués à l'aéroport du Koweït. Oui. C'est à l'aéroport du Koweït qu'on confisque vos passeports. Qui? C'est le réseau? Oui, non, c'est pas le réseau, c'est la police de là-bas qui confisque. Ils vont remettre à l'office, à l'agence qui vous a fait venir. Oui, c'est comme ça. Donc, quand l'agence vient maintenant, on leur remet ton passeport, ils vont avec toi, tu te reposes juste un peu parce que le même jour, tu dois travailler. Ah, c'est-à-dire que tes employeurs viennent te chercher à l'aéroport? Ils viennent te chercher, ils t'amènent dans leur bureau, tu dors un peu, c'est un petit matelas comme ça au sol, tu dors juste un peu parce que le soir, comme un peu moi me rappelle à tout moment, tu iras travailler le soir, il faut dormir. Le soir, tu iras travailler. Ok. Donc, et là, c'est encore, on va dire que c'est encore normal. Oui, là, c'est normal, il faut se reposer avant de travailler. Vous travaillez combien d'heures par jour? Bon, le premier jour, j'ai travaillé de 21h, de 22h à 1h. 1h du matin? Oui, 1h du matin. Maintenant, à 5h, ils m'ont réveillé. C'est à l'heure-ci que tu dois souvent te lever pour travailler de 5h à 1h. Oui. C'est quoi votre job description? Qu'est-ce que vous faites? Vous lavez, faites de la vaisselle, la lessive, vous nettoyez la maison. Oui. Oui. Même si c'est fini, ils vont te dire, viens, il faut laver le mur. Oui, c'est au Koweït que j'ai appris qu'on lave les murs. Oui, tu laves les murs. Les murs du salon? Les murs partout dans ta maison, tu dois brosser, tu laves, tu nettoies bien. Tu nettoies même la clim, tu grimpes sur l'échelle, tu nettoies la clim, tu nettoies partout. Même d'où ta main ne peut pas arriver, on te met l'échelle. Oui, dis, voici l'échelle, il faut grimper, tu nettoies en haut là-bas, c'est sale. Et c'est le même travail tous les jours, ça ne change pas. C'est le même boulot que tu vas faire tous les jours. Même si tu as lavé là-bas hier, demain tu dois encore te lever, tu refais la même chose. Donc le même boulot tous les jours. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, pas de repos. Quand tu essayes un peu de te coucher, tu dors pourquoi? Je dis non, l'agence m'a fait comprendre qu'au cas où je n'ai plus rien à faire, je peux m'asseoir, je peux me coucher un peu et 2 heures après, je peux me lever et recommencer le... Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ton heure de te coucher, c'est 1 heure. 1 heure si tu as fini. Donc, il te gronde, il te blâme. Quand peut-être tu regardes, tu dis, bon, il n'y a personne, je peux un peu m'asseoir, il vient te trouver assise. C'est comme ça, il frappe sur toi. Il faut te courber, tu travailles. Dépêche-toi, donc tu es courbé en train de travailler. Il frappe, fais vite, tu vas aller c'est le monsieur ou la dame? C'est la dame, parce que moi, c'est une dame. La maison où j'étais là, c'est une dame.
Parce que ses enfants, eux, ils travaillaient, c'était des hommes en tenue. Donc moi, c'est une dame qui me menaçait dans sa maison. Elle frappait, 15 jours après, elle récupère mon téléphone. Elle fouille ma valise, elle dit, le téléphone, tu ne dois pas avoir ça pendant 2 ans. Après les 2 ans, quand tu vas rentrer, je vais te faire rentrer dans ton pays, je te remets le téléphone. Je lui ai fait comprendre que l'office, au départ, au Cameroun, ils m'ont dit, ici, on utilise les téléphones, on peut causer avec nos familles. Voilà pourquoi je me suis engagée à venir jusqu'ici. Ils disent non, ils appellent l'office, ils disent à l'office que la fille que nous avons envoyée là ne travaille pas. Ok. Elle passe son temps à dormir, elle ne fait rien. Prudence, pourquoi cette vidéo du 21 septembre? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que tel que vous décrivez là, ça n'a rien à voir avec les abus sexuels et tout ça. Vous dites que vous étiez chez une dame. Oui, moi j'étais chez une dame. Donc vous avez porté toutes les souffrances de vos camarades? Oui, dans toutes les souffrances parce que ce qui me pousse d'abord à faire la vidéo, c'est quand j'ai réussi à fuir. Oui. Parce que la dame, la maison du contrat, parce qu'on appelle comme ça, la famille qui te fait venir, c'est la maison du contrat. J'ai travaillé 1 mois, ne m'a pas payé. Le jour que j'ai demandé le salaire, parce que j'ai réclamé mon salaire le 9 juin. Oui, je lui ai réclamé le salaire, elle m'a mise à la porte. Je n'avais pas d'unité. L'agence ne connaissait même pas la famille où j'étais, ne connaissait même pas la ville. Si je suis de l'autre côté, dans un bout, ils ne connaissaient rien. C'est un Indien. J'ai allé pleurer vers un Indien que j'ai trouvé aussi en route. S'il était un gardien, je lui ai demandé, est-ce que tu peux appeler ce numéro pour moi? Tu dis que je suis dehors. Donc c'est ce qu'il a fait, il allait me laisser à l'office, à l'agence qui m'a fait venir. Et de là, j'ai rencontré une Ivoirienne qui me fait comprendre que, comme tu es revenu là, tu as fait combien de temps ici? Je dis non, ça ne fait qu'un mois. Elle dit non, il faut qu'on te revende encore. Je lui dis, mais apparemment on nous vend. Elle dit, c'est comme ça. Moi, je suis ici depuis 4 mois. On ne fait que me vendre maison par maison. Je ne vois pas mon salaire. Je lui ai dit là, moi, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas, parce que j'ai travaillé au pays, je ne peux pas. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'entendre, on fuit. Et justement, lorsque vous partez du Cameroun, vous faisiez quoi? Je restais en Guinée, je travaillais dans un restaurant en Guinée équatoriale. Ok. Et Jonathan, Effectivement, tout à l'heure, on parlait d'une économie en réseau. Oui. Et ça, c'est un réseau très fermé. Et comme disait la psychologue, Sa Majesté, elle nous a expliqué effectivement que dans de telles conditions, la personne, il y a des émotions qui sont en jeu. Mais seulement en face, on a affaire à des organisations structurées. Et je veux parler là d'entrepreneurs de l'immigration, et surtout de l'immigration illégale. Oui. C'est des organisations qui ont des caractéristiques criminelles. Parce qu'en fait, dans ces entrepreneurs se font de l'argent sur la base de la vente de l'être humain. En ce moment, vous voyez qu'il y a un langage propre. Le langage, c'est la maison du contrat. Oui. Certainement, les filles aussi ont un nom. Oui. Il y a une économie avec son jargon qui est en train de se construire. Il y a des individus qui sont là, qui ont un rôle spécifique, comme on trouve planton dans une entreprise, on trouve une secrétaire. Il y a des individus avec des rôles précis qui cherchent certainement des clients et qui replacent ces personnes. Ce qui est dangereux, c'est que la majorité de ces entrepreneurs, ici en Afrique, c'est les fruits même de l'immigration, ceux qui vendent. Donc, il faut un peu comme on voit dans le marketing de réseau, des individus qui sont à la fois l'image du succès et le principal promoteur de ce succès. Donc, c'est difficile à comprendre pour certaines personnes au départ parce que le miroir qui leur est vendu, c'est un individu. C'est lui-même qui vous dit, si vous me suivez, vous allez réussir comme moi. Et en ce moment, il y a une personnalisation, une personnification du succès. Il incarne ce succès qu'il vend. Et pour les individus qui rentrent, puisque c'est des schémas de confiance, hautement de confiance, quand ils rentrent dans le mécanisme, généralement ça se passe même de telle sorte que dans la famille, on n'ose pas dire aux voisins, on n'ose pas en parler avec un ami qui pourrait nous aider, on reste avec l'information et on se la partage de manière camouflée. Et les conséquences, c'est que l'individu qui arrive n'a pas la protection. Tout à l'heure, l'honorable a bien précisé que effectivement,
il y a quelque chose qui a sauvé notre sœur ici, c'est le fait que sa famille était impliquée. Imaginez un seul instant que sa famille n'était pas impliquée dans le projet de voyage. Eh bien, elle serait dans la double situation de la culpabilité et de la victime. Oui. C'est-à-dire, quand vous êtes déjà victime, il ne faut même plus culpabiliser. Mais elle devait être en train de culpabiliser. J'ai commis une faute, je n'ai pas prévenu la famille. Comment faire pour leur expliquer que je suis au Koweït? Donc, pour les personnes qui nous regardent, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Le fait que des victimes viennent expliquer comment ces réseaux de confiance peuvent amener à des drames, c'est déjà un gros atout pour nous, les jeunes Camerounais qui sommes encore au pays. Oui, honorable, vous avez regardé ces vidéos, la vidéo de Prudence au mois de septembre. Et les autres, hein, on les a vus pleurer à chaudes larmes. Ah oui, moi j'ai regardé cette vidéo et l'endroit qui m'a fait pleurer, c'est quand elle a dit « Oui, chers parents, je sais que vous allez nous disputer, vous allez nous reprocher. » C'est Prudence qui parlait. Oui, c'était Prudence qui parlait. Oui. Je l'ai reconnue quand je suis entrée là. Oui. Et elle le disait, c'était tellement pathétique que j'ai versé les larmes et tout de suite j'ai distribué à tout mon réseau. J'ai envoyé aux autorités, j'ai envoyé à tout le monde. Je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est pas la première fois qu'on voit cette vidéo. Moi, c'était la première fois, mais mon devoir, c'était de la partager au maximum. Parce que de toute façon, si c'est une erreur, l'erreur a été déjà faite. Maintenant, il faut qu'il y ait une réparation. Et en tant qu'adultes, nous devons nous impliquer dans cette réparation. Elle va certainement tirer les leçons, mais l'autre chance qu'elle a, tout à l'heure le sociologue parlait de culpabilité et de responsabilité, au moins elle s'est un peu diluée parce que justement la famille porte aussi sa part de responsabilité, parce que le papa a quand même été laissé son enfant à l'aéroport à un inconnu, à un parfait inconnu dont il ne connaît même pas le nom. Et après j'entends dire dans son témoignage que la maman de la jeune qui l'a contactée, c'est à elle qu'on avait remis le passeport, c'est ça? Le passeport. Ça veut dire que cette dame fait partie de ce réseau. Mais peut-être qu'elle n'est aussi qu'une victime, c'est-à-dire que elle aussi croit que sa fille était en train de rendre service à sa copine. Hein? Peut-être qu'elle n'est pas dans le réseau mafieux, mais elle devient un acteur. On l'a instrumentalisé pour que son filet ramène la petite Prudence et qu'elle puisse y aller. Maintenant, je voudrais poser une question à Prudence. Quand vous arrivez là-bas, est-ce que vous étiez toujours en contact avec votre ami? Oui, quand je suis arrivée, la dame qui me fait venir, que sa maman m'a donné, est venue me rendre le passeport. Parce que c'est une dame, elle est venue me trouver dans son agence là, parce qu'elle travaille avec ses Arabes. Elle est venue me trouver, elle me dit, c'est moi qui t'a fait venir. Elle m'a donné son nom. Elle me dit, c'est moi qui t'a fait venir. C'est ma maman que tu as vue à l'aéroport. Donc, c'est comme ça que je fais venir les filles. Donc, elle travaille à l'agence, c'est son travail. Donc, c'est comme ça que tout le monde passe. Quand tu fais le passeport, ils t'envoient, ils font le passeport, ils remettent à sa maman. C'est sa maman qui vient te rendre ça à l'aéroport. Mais est-ce qu'elle sait ce que vous devenez par la suite? Est-ce qu'il y a un suivi? Quand, par exemple, elle a noté que Prudence est arrivée, Prudence a été affectée dans la maison de contrat numéro tant. Est-ce qu'elle vous suit après? Elle vous appelle de temps en temps? Oui, sa fille lui fait part de tout. Elle couche avec sa fille. Sa fille lui fait part de tout. Ok. Voilà, Maître Biliga, est-ce qu'elle a parlé d'un réseau? Dans la sortie du ministre des Relations extérieures aujourd'hui, il parle des personnes qui auraient été interpellées par rapport à ce trafic d'êtres humains. Qu'est-ce qu'on risque dans ce cas-là? Le trafic d'êtres humains est interdit. Donc déjà, pénalement, ils seront poursuivis pénalement. Et à grande échelle, même sauf si je me trompe, je crois même que c'est l'une des... parfois, ça rentre même dans la compétence de la CPI. Oui. C'est-à-dire, c'est cette partie en même temps que le crime de génocide, etc. Donc, je veux dire que une fois arrêtées, ces personnes seront poursuivies et condamnées selon les lois de notre pays. Voilà, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Libye avec les hommes. Voilà. Maintenant, c'est les femmes. Je voudrais quand même poser une question à Prudence. Oui, Prudence, on a vu sur le réseau social des photos
qui montrait des photos plutôt belles, c'est-à-dire vous étiez en pleine ville en train de prendre des belles photos. Alors, vous dites que vous êtes resté, vous travaillez de 1h, je vais dire jusqu'à 1h, et vous vous réveillez à 5h du matin. Vous n'avez pas eu le temps de sortir de temps en temps en ville? Oui, les photos, ces filles qui m'ont fait venir, comme la vidéo était déjà à la une, oui. elles sont entrées dans ma page Facebook, oui. prendre des photos que j'avais faites depuis la Guinée équatoriale, les photos que j'ai faites au Cameroun. Elles ont pris ça dans ma page. C'était pas le Koweït. Elles ont pris dans ma page publiée que voici comment je vis bien, je suis bien traitée, j'ai pas de soucis. Ces filles-là, elles sont où? Elles font partie du réseau, ces filles sont au Koweït parce que la fille qui m'a fait venir, elle vit au Koweït. C'est son travail. C'est une Camerounaise. Si, il y a des Camerounaises. Sa maman vit ici à Douala. Effectivement, ça confirme. Toujours, on est dans une logique de réseau. Et c'est des réseaux qui, pour être démantelés, ça sera très difficile. Comme je disais tout à l'heure, on a affaire avec des réseaux fermés. C'est l'information dans les réseaux fermés. Généralement, c'est pas forcément de l'argent, mais le communiqué du ministre dit que le ministre, il dit qu'ils ont été interpellés. Oui. Bon, il y a une chose dans les réseaux. Il y avait de l'incarcération, hein, quand il parle d'incarcération. Démanteler un réseau fermé, ça prend à certaines polices plus de 25 ans. Je prends le cas des réseaux de la mafia russe en Espagne. Oui. Les réseaux de la mafia russe se sont développés en Espagne durant près de 25 ans, depuis la fin des années 80. Jusqu'en 2015, les Espagnols en sont encore au niveau des enquêtes. Et la majorité des parrains qu'ils ont arrêtés sont libres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est l'information, vous ne pouvez pas prendre une personne, l'amener au commissariat et dire parce que je te soupçonne d'avoir commis telle infraction, tu seras condamné. Il faut encore prouver l'infraction. Oui. Donc c'est des personnes qui sont aussi des professionnels à leur niveau de la loi. Ils savent jouer sur les textes. Tout ce qu'ils font, généralement, s'apparente à ce qui pourrait être logique. Cependant, ils savent à quel niveau ils peuvent détourner un texte de loi. Et comme c'est des professionnels du domaine, il sera vraiment, vraiment très difficile pour l'État camerounais parce que ça demande beaucoup de moyens. Il faut infiltrer les réseaux et bien comprendre quelle est leur logique de fonctionnement pour en arriver à les démanteler. Honorable Mali Douala. Oui, je voulais juste rassurer de ce que notre législation prévoit bien des lois pour sévir. Oui. Il y a une première loi de 2005, mais qui était surtout relative à la traite et au trafic des enfants. Oui. Et ensuite, en 2011, le 14 décembre, il y a eu une seconde loi contre le trafic et la traite des personnes. Oui. Mais je pense que le phénomène a pris une ampleur et j'allais dire, ça s'est compliqué, ça s'est... oui, qu'il va falloir réadapter la loi, je crois. Okay. Bon, mais même si on ne la réadapte pas, comme il disait tantôt, comme c'est le crime organisé, c'est extrêmement difficile de mettre la main sur les personnes. Quand on parle de cette jeune personne qui s'est permise de manipuler la page Facebook de Prudence, c'est déjà criminel. Bien sûr. Et ça prouve effectivement qu'elle fait partie du réseau, puisqu'elle veut elle veut détourner l'attention sur le crime. Le crime qui a été commis, en faisant croire que Prudence est une mythomane qui raconte une histoire qui n'existe pas. Elle dit même que je suis enceinte. Voilà. Oui, donc... oui, maître. Je voudrais dire une chose. Les réseaux, lorsqu'on arrête quelqu'un, c'est pas forcément pour démanteler le réseau. C'est d'abord pour sa propre responsabilité en tant qu'individu, parce que c'est une autorité individuelle. Donc, ce qu'il faut, c'est... On parle souvent d'exploitation. Oui, on exploite. À partir d'exploitation, on peut... Non, ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut pas attendre que tout le réseau soit démantelé pour qu'on puisse être condamné. Donc, si on arrête quelqu'un, sur la base des éléments qu'on a, sur la base des recoupements, sur la base de l'exploitation, on peut identifier, on peut savoir ce que la personne a posé comme acte, et sur cette base, cette personne soit condamnée. Okay. Il faut noter également que la justice de camerounaise n'est pas
n'évolue pas dans un vase clos, puisqu'il y a également, par exemple, Interpol. Donc, à travers des enquêtes qu'on fait ici, à travers les commissions rogatoires et autres, il peut arriver donc en plus démanteler les réseaux avec l'aide et la coopération de la police provinciale et autres. Même nos Camerounaises, les Camerounais qui sont là-bas ne sont pas à l'abri. Donc il y a cette possibilité. Il faut noter également qu'en plus des actes, des tests que vient de dire l'honorable, il y a des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et beaucoup d'autres tests. Et il y a la Constitution du Cameroun qui a intégré cette protection de l'être humain contre l'esclavage et autres. Donc je veux dire, il y a une crielle de tests qui permettent de mettre la main sur ces personnes qui ont posé ces genres d'actes, et ces personnes passeront devant les tribunaux camerounais comme les tribunaux étrangers. Ok. Et Prudence, vous avez fait la vidéo, vous m'avez dit que vous étiez dans vous appelez ça quoi, shelter? Oui, c'est un centre des immigrants. Donc c'est le shelter. Quand tu réussis à fuir ta famille, oui, toi, tu te rends là-bas. Oui. Mais il faille d'abord que quelqu'un, une autre fille s'est rendue là, et t'envoie le plan. Oui, tu montres au chauffeur, il te conduit. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas savoir, étant dans la maison où tu travailles. Donc, vous avez passé combien de temps là-bas Vous êtes parti du shelter à quel moment pour l'aéroport? Je suis parti du shelter le 8. Nous sommes quittés d'abord le 8 parce qu'on était... Le 8 octobre. Le 8 octobre, on était conduits en prison. Oui. On était conduits en prison parce que pour que nous conduisent d'abord, il fallait qu'on s'exprime. Moi, je lui ai dit non, le gouvernement doit venir nous chercher ici d'ici le 10. Le gouvernement camerounais? Le gouvernement camerounais, il a... à travers l'ambassade de la République saoudite, oui, de Riyad. Il nous a fait comprendre qu'il n'est pas au courant, le gouvernement ne l'a jamais appelé. Je dis non, ils vont vous appeler. Il dit non, s'ils devaient appeler, ils doivent le faire depuis. On lui a donc demandé, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donc appeler l'ambassade en Arabie Saoudite pour qu'ils vous confirment cela? Bon, il a appelé ça, il dit ça sonne, mais on ne prend pas. C'est vraiment votre gouvernement viendra vous chercher. On appelle à l'ambassade? Oui, il a appelé l'ambassade là-bas à l'Arabie Saoudite, lui, l'ambassade du Cameroun en Arabie Saoudite. Ça sonne? Personne n'est décroché? Oui, il a dit ça sonne, mais on ne prend pas. Il faut donc vous-même alors essayer d'appeler vos gens. Si ça sonne, venez vers moi, vous mettez le haut-parleur pour que je confirme vraiment que votre gouvernement viendra vous chercher parce que nous n'avons pas d'informations quelconques ici. Seulement des Camerounaises dans le shelter? Des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Togolaises, des Ghanéens, des Malgaches, des Madagascar, des Guinéens, Guinée-Conakry. Oui. Guinéennes. Oui. Et il y a aussi, comme nous sommes repartis, la race noire en bas, la race blanche en haut, il y a des Philippines. Dans le centre, c'est divisé. La peau noire reste en bas. Même là-bas, dans le shelter, il y a cette différence? On nous appelle là-bas monkey. Monkey, Africa monkey. Donc, des singes. Oui. Donc, nous connaissons déjà. Quand ils viennent appeler Africa, t'allez, monkey. On se fâche. Parce que nous connaissons pour ça. T'allez veut dire quoi? T'allez veut dire en arabe, viens. Il faut venir manger. T'allez. Peut-être il y a des filles qui sont fatiguées, n'arrivent même pas à se lever parce qu'on n'a pas un suivi, on n'a pas un bon suivi médical là-bas. Quand tu dis tu es malade, on t'amène dans le petit sang qui est à l'intérieur, ils ne t'examinent pas, ils te donnent juste un seul Panadol. Oui, c'est ça que tu prends, tu restes comme ça, on ne veut pas savoir quelle maladie tu as. Quand tu dis tu ne te sens pas bien, c'est le Panadol qu'on prend, on te donne. Ok, Jonathan, on vient de le dire que même là-bas où elle se croit en sécurité, il y a un autre apartheid qui s'est créé là. Effectivement, là je vais emprunter le concept d'un sociopolitiste, c'est Bertrand Badier. Oui. Il parle des intrus, c'est-à-dire tous ces pays du Sud qui ont une propension à l'émergence et qui eux aussi découvrent la société internationale dans la violence de ses rapports. Et qui reproduisent, malgré eux, cette même violence en l'interne. Je constate que, et aujourd'hui, et tout le monde peut le constater, le Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays du Golfe en particulier, sont devenus un Eldorado, la figure de l'Eldorado pour les Africains subsahariens. Oui. Et ces derniers, quand ils arrivent là-bas, ils font face directement au premier facteur, qui est la différence de peau. Ce qu'elle vient de nous expliquer, notre sœur là, c'est quelque chose de très traumatisant.
mais c'est une réalité. Il faudrait que davantage... C'est un deuxième traumatisme. Effectivement. Après ce qu'ils ont vécu chez leurs employeurs, oui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la société internationale est faite de beaucoup de rapaces. Il n'y a pas une terre d'accueil a priori qui serait une terre de prestige et de refuge sans difficulté. Les problèmes d'intégration des pays du Sud dans le Sud sont de réels défis. Et quand on se retrouve dans le monde arabe, si vous regardez maintenant le Koweït, quand les gens ont des projets d'immigration et qui regardent les Koweït, ils devront aussi voir le classement de ces pays dans les indices de droits humains. Le Koweït est très mal classé, l'Arabie Saoudite c'est pareil. Beaucoup de pays du Golfe sont mal classés en matière de respect des droits humains et ça comporte donc un risque majeur pour quelqu'un qui a la peau noire de s'y retrouver avec comme projet de devenir un individu qui jouit d'un pouvoir d'achat assez conséquent. Ce bonheur qu'on va chercher dans ces pays du Golfe, voilà en fait à quoi on peut s'attendre. Cette différence de peau, cette violence des pays du Sud contre d'autres pays du Sud. Ça, c'est ce que moi, je peux comprendre de ces propos. C'est vraiment visible. Parce que quand Bertrand Badié appelle ça les intrus, c'est ceux qui sont arrivés comme ça dans la mondialisation, avec une autre vision de l'État et leur propre vision de l'État. Okay. Et voilà une vision de l'État sans droit de l'homme. Oui, sauf que moi je dis, ça se limite pas seulement dans la ségrégation. Lorsque vous regardez les pays comme le Koweït ou l'Arabie Saoudite, vous savez que jusqu'à tout récemment, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Oui. Donc c'est une société qui est constituée de telle sorte que les hommes, par exemple, ont tous les droits, les femmes n'en ont pratiquement pas. Mais comme ce sont des sociétés où il y a beaucoup d'argent, on ne parle pas de violation des droits de l'homme autant qu'on en parle au niveau de l'Afrique. Oui. Parce que vous voyez ce que les pays de Golfe font des êtres humains, c'est inadmissible. De la femme, c'est inadmissible. Elle est moins qu'un objet. La femme, pour pouvoir sortir, doit être avec un homme, fût-il un enfant. Vous voyez que certains se voilent totalement. C'est une obligation. Donc je veux dire qu'en réalité, c'est pas forcément la relation entre la couleur de la peau qui détermine. C'est une relation qui naît du fait que dans leur propre société, dans leur vécu social, il y a des différences, il y a des divisions, et l'être humain n'a pas la même valeur, que ce soit une femme, qu'elle soit blanche ou pas, que ce soit peut-être noir, un homme, une personne noire, encore plus. Et en plus, lorsque vous voyez dans quelles circonstances les noirs arrivent, parce qu'un noir comme Eto'o n'aurait pas le même problème. Oui. Il a beau être noir, lorsque Eto'o arrive, il a quand même un certain respect. Mais lorsqu'on vous dit que les gens viennent à travers les pirogues, à travers le désert, et qu'ils arrivent là-bas, on se dit ces personnes souffraient déjà dans leur pays, donc sont de moins que rien. Et moi j'aime généralement, vous savez, mon principe généralement c'est éviter, enfin, autant que faire se peut, ou bien de partir de ce que nous voyons ailleurs pour rectifier ce que nous faisons chez nous ici. C'est-à-dire qu'en réalité, nous-mêmes ne sommes pas toujours des modèles de l'égalité, c'est-à-dire dans nos comportements. Je ne voudrais pas citer des exemples, mais nous savons tous, prenons un exemple banal, le traitement qu'on fait par exemple aux veuves. C'est une violation des droits humains. Mais nous nous accommodons. Nous sommes d'accord, là je rentre un peu dans votre sociologie. La société accepte par exemple cela, n'en parle pas véritablement. Regardons par exemple la justice que nous appelons la justice populaire, où nous tuons des personnes parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir volé. Vous comprenez un peu? Okay. Donc je dis ça pose problème. Il faut donc que nous puissions prendre exemple, tirer des leçons de ce que nos sœurs et nos enfants subissent à l'étranger du fait de leur peau, pour nous dire que nous-mêmes, cette stigmatisation, cette ségrégation qui est là-bas, évitons de la faire porter chez nous. Voilà, Maître parlait des leçons, honorable. On continue quand même de voir sur des poteaux l'affichage, on miroir, Dubaï, tout ça. Mais nos sœurs continuent de... Comment comprendre ça? Avec tout ça, c'est pas la première fois. Hein. Il y a quelques mois, on parlait des filles qui revenaient du Liban. Mais ça n'empêche que, parce que son cas, elle, c'est le mois de mai. C'est récent. C'est récent. Comment comprendre toujours cette ruée-là? Oui, avant d'arriver à la réponse, je vais embrayer dans ce que disait Maître, que les sociétés primitives, parce que finalement c'est être primitif
que de réduire un autre être humain en esclave. Dans ce monde moderne où nous sommes. Et ce n'est acceptable que justement, quand on veut intérioriser le fait que l'autre est inférieur, donc il ne mérite pas le même classement que moi. Donc les appeler monkey, Africa monkey, c'est en même temps pour ces gens-là une façon de rechercher la justification du traitement qu'ils réservent à ces jeunes personnes. Parce qu'autrement, c'est à peine tolérable. Et dans nos sociétés également, on le voit, nos sociétés ne sont pas non plus tout à fait justes et équitables et respectueuses de la dignité humaine. Il faut voir dans plusieurs de nos maisons comment les employés de maison sont traités. Ouais. Il faut voir ce que nous tolérons souvent. Les dames qui vendent les beignets de maïs, nous les voyons souvent avec des jeunes enfants qui ont à peine 11 ans, 10 ans, qui sont là jusqu'à des heures. C'est incroyable. C'est des choses qui ne sont pas tolérables et qu'il faut combattre sous tous les cieux. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris que Prudence est une femme qui en veut, qu'elle a de la personnalité et qu'elle ne va pas accepter cette situation. Ça, je l'ai lu dans la vidéo, bien qu'elle ait été dans une situation de détresse. Et je pense qu'elle va être très utile à beaucoup d'autres. Vous croyez ? Ça va s'arrêter ? Maintenant, elle a une mission. Qui lui a d'abord dit d'aller prendre, d'être le porte-parole ? Prudence. Maintenant que tu as été le porte-parole, que tu as pris conscience que personne n'avait le droit de te réduire en esclave, je pense que tu dois continuer cette bataille. Tu dois aider tes sœurs qui sont dans les mêmes projets et tu dois aussi, j'allais dire, servir à éclairer un peu l'administration de ce qui se passe, même si tu ne donnes pas les noms. Oui. Parce que le simple fait d'expliquer comment ça se passe, le reste, l'administration saura faire. Parce que moi, je ne peux pas te recommander, tu es ma fille, je ne peux pas te mettre dans une situation où je te dis, va donner le nom de tel ou de tel. Parce que ces personnes peuvent avoir une vengeance qui peut être dangereuse pour toi. Donc, je ne te le dis pas, mais le fait que tu aies connu ça, que tu aies vécu ça, tu peux être quelqu'un de très utile. Et pour tes amis qui sont en train de monter les mêmes projets que toi, et pour l'administration qui essaye quand même de freiner. Mais l'autre chose, parce que si ça a été aussi, si le marché est aussi vivant, c'est bien parce que vous êtes en quête de bien-être. De bien-être. Ouais. Vous êtes en quête de bien-être. Or, le bien-être, il va falloir qu'on se le mette tous dans la tête. Il faudra qu'on commence par le chercher ici. Et ça prend ce que ça prend. Et moi, je vois que tu es une fille courageuse et capable de faire des choses extraordinaires. Et tu peux les faire ici, tu peux réussir cela ici. Donc, pour moi, s'il y a une leçon à tirer, c'est elle qui nous a donné une belle leçon en alertant déjà la communauté internationale et puis en étant prête à venir témoigner ici. Ok. Prudence, on a parlé de 2 qui sont décédés. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, pendant filles... que vous étiez dans le shelter. Oui, les filles décédées ne viennent pas du shelter. Les filles décédées, ce sont des filles qui sont dans leur maison de Concra. Oui, dont une était malade parce que ce sont toujours des ménagères à l'extérieur qui m'ont envoyé cette photo-là. Est-ce que moi je peux passer? Elles ne peuvent pas. Faut pas que les patronnes sachent qu'elles ont publié une photo que comme moi je suis déjà, on me connaît déjà. Est-ce que moi je peux le faire? Donc c'est là moi j'ai plutôt envoyé aussi à la diaspora de Paris que moi ma page Facebook j'ai bloqué certaines choses parce qu'on est déjà en train de vouloir vous rapatrier? Non. La bloquer? Non. Puisque on est déjà en train de me diffamer, donc si je publie encore, on va dire que c'est faux, peut-être je veux me venger ou bien je veux me justifier. J'ai préféré envoyer ça à la diaspora de Paris pour qu'eux-mêmes ils publient. Et j'ai précisé tel que la fille m'avait envoyé avec des voices. Ils m'ont dit les voices ne peuvent pas ancrer sur Facebook, juste les photos de la fille. Donc c'est comme ça. Ok. Cédric Noufalé, bonsoir.
Oui, voilà. On a vu, Jonathan Batengene, cette situation, ces filles qui, on le décrit, hein, j'ai posé la question à l'honorable, mais est-ce que ça peut s'arrêter? Surtout avec ce témoignage, parce qu'elles sont nombreuses en train de regarder, est-ce que ça peut contribuer à décourager malheureusement, non. celles qui rêvent de cet Eldorado du golfe arabo-persique? Même si elle engageait des séminaires sur toute la ville de Douala, Yaoundé et dans tout le Cameroun financés par l'État, non, ça ne va pas s'arrêter avec elle. Ça ne va même pas s'arrêter avec cette vague parce que je peux vous garantir une chose. Pendant qu'on parle là, il y a des candidates qui regardent cette émission et qui sont plutôt décidés à avoir une histoire de vie différente. Le réseau aussi, les gens du réseau sont en train de Les gens du regarder. réseau, par exemple, elle a parlé d'une campagne de diffamation. Il y en a qui disent que peut-être elle n'a pas les ressources psychologiques nécessaires pour affronter ce type de situation. Donc, les acteurs en situation ont toujours une rationalité. Il faut toujours se le dire. Il ne faut pas croire que les acteurs sont des individus qui sont abrutis par ce qu'on leur dit ou bien par ce qu'ils voient. Ils se disent toujours, moi j'ai des calculs et je vais poser mes pions pour avoir mes résultats. Donc chacun qui est assis aujourd'hui à la maison et qui a ce projet est en train de se dire, pour ceux qui sont candidats, eh bien celle-là, elle pleurniche, mais moi j'irai réussir. Ça participe d'une chose, le rêve de golfe arabique, devenu l'Eldorado des Noirs, ça participe d'un mythe que d'autres Africains ont construit. Et ce qui est énormément dangereux dans cette affaire, c'est que les promoteurs de ces entreprises d'immigration sont eux-mêmes les figures du succès. C'est cette manière de personnifier le marketing de son activité, c'est très redoutable. Oui, maître. Il n'y a pas très longtemps, il y a une jeune dame, je crois Madame Bella, l'autre nom, le prénom m'échappe, qui a fait une croisade contre l'immigration, contre ce trafic des êtres humains. Amélie James Kobela. Voilà, Amélie James Kobela. Oui. Elle a même écrit des livres. Alors moi, elle a même été menacée, mais elle a continué, c'est une vraie croisade. Et c'est pour cette raison que je dis, si aujourd'hui, notre fille a pu aller, malgré ça, il y a d'autres personnes qui vont aller. Regarde ce qui se passe avec les gens qui meurent au niveau des océans. La Méditerranée. Tous les jours, on voit cela, et n'empêche, d'autres disent, ok, nous on va y aller. Peut-être que s'il y a deux qui réussissent, nous ferons partie des deux qui vont réussir. Surtout qu'il n'y a pas les statistiques. Surtout qu'il n'y a pas de statistiques. Ok, merci. Bonsoir Cédric Noufflet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont meubler ce 20h que vous allez présenter pour nous, une fois de plus. Nous parlerons de cette affaire, de ces femmes camerounaises en situation de détresse au Koweït qui sont de retour au Cameroun depuis 24 heures. Vous suivrez dans le journal des reportages exclusifs, des témoignages bouleversants sur l'ampleur de ce réseau de trafic d'êtres humains entre le Cameroun et le Moyen-Orient, mais aussi des critiques sur la lenteur observée dans l'assistance et la protection consulaire que ces personnes vulnérables devaient en principe bénéficier et la réaction du gouvernement à cet effet. Sur la route d'Etoudi 2018, la société civile qui attire l'attention du Conseil constitutionnel sur la nécessité de déclarer les résultats en fonction des suffrages exprimés dans les différents bureaux de vote. Nous en parlerons ce soir, mais aussi de la conférence de presse du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a été interdite et qui a vu son quartier général être pris d'assaut par un groupe de forces de sécurité et des forces de l'ordre. Nous en parlerons ce soir. Ok, merci madame, monsieur. Le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufflet. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. On va commencer par cette, on va appeler ça l'affaire des rapatriés du Koweït. Maître Biliga, dites-moi, elles sont arrivées 14h30, elles ont foulé le tarmac de l'aéroport international de Douala, elles en sont ressorties à 19h.
5 heures, on va dire, mettons 1 heure pour les bagages, et peut-être 3 heures avec la police. Pourquoi tout ça? Oh, mais ils ont expliqué, hein, déjà lorsque ces personnes arrivent, la police qui a en charge de la protection de la population doit pouvoir les exploiter. C'est le terme, c'est l'exploitation. Ouais, l'exploitation. Pour savoir de quoi il s'agit. Peut-être que parmi ces femmes, il y avait d'autres qui étaient peut-être dans le réseau. Oui. Alors, dans le réseau, ils ont profité du fait que l'État devait envoyer un avion pour les rapatrier, peut-être en profiter pour faire partie du groupe. Vous savez, je donne un exemple, peut-être que ce n'est pas la comparaison, la comparaison n'est pas raison, lorsque les anciens membres de Boko Haram décident de déposer les armes et de venir, par exemple, au niveau de l'autorité, on ne les intègre pas directement. Il y a une enquête qui est faite, il y a de l'interrogation, parce qu'on doit pouvoir savoir quelles sont ces véritables personnes et quelles sont leurs véritables intentions. Moi, je crois que c'est la première raison. Il y a même d'autres cas où, lorsque la personne arrive comme ça, on l'amène chez le psychologue, et pour pouvoir voir son état d'esprit. On en parle tout à l'heure. On arrive même qu'on les amène chez les médecins pour voir si ces personnes ne sont pas malades avant de les rendre chez les parents. La plupart du temps, les otages, quand ils sont libérés, font 2 ou 3 jours avant d'être restitués à leurs parents. Donc, je trouve que c'est une procédure tout à fait normale. Et ils auraient même pu passer un peu plus de temps si on avait pris toutes les dispositions, je suppose, pour pouvoir s'assurer que leur santé est bonne, etc., que leur santé mentale et physique est bonne. Donc, pour moi, ça rentre un peu dans la norme. Ok. Sur ce plateau avec nous également, Jean-Patrick Ketia, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes juriste. Oui, je fais études de droit, effectivement. Voilà, vous avez suivi Prudence Kenembeni, vous étiez là. Oui. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette histoire de Kenembeni et des autres? Je pense que l'histoire, elle est triste, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure avec les autres panélistes, elle rappelle en fait la situation sociale dans laquelle on se trouve au Cameroun aujourd'hui. Là, on parle de jeunes filles qui sont allées se réfugier au Koweït, qui sont allées au Koweït pour chercher un peu de mieux vivre, mais rappelons que dans notre pays, il y a des choses comme ça qui se passent. Combien de fois n'entendez-vous pas parler de gens qui sont allés chercher des femmes de ménage à Bamenda ou n'importe où dans les villages pour dire que bon, tu vas venir en ville t'occuper de l'enfant de mon fils qui vient de naître, et tu vois que à peine elle porte toute la nuit l'enfant qui vient de naître. Dès qu'elle finit, dit que non, lave la maison. Dès qu'elle finit, lave les assiettes, fais ci, fais ça. Et à la fin même, parce qu'il faut aussi parler de la partie triste de ces vies sexuelles, très souvent la femme accepte même que la fille du village là qu'on a amenée soit en réalité le défouloir sexuel de son époux dans certains ménages. Donc en réalité, pourquoi ces filles n'ont pas peur d'aller au Koweït? Parce qu'en réalité, la réalité camerounaise est tout aussi sauvage et aussi violente. En vrai, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que elle se dit que bon, si je dois subir la violence compte tenu des capacités du peu qu'elle peut faire mieux, je subis la violence avec 100 000 francs, alors que je subis la violence dans une maison au fin fond de Yaoundé et avoir peut-être même seulement 15 000. Donc c'est dommage, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on est une société qui ne protège pas ses enfants. Okay. Voilà, c'est le constat de cette vidéo, c'est qu'on est une société qui ne protège pas ses enfants. Je profite de la présence de mes aînés, de nos aînés sur la table pour dire que s'il y a une chose que vous, en tant que, pas honorable ou avocat, mais en tant que personne, parce que vous êtes des citoyens, vous avez échoué en fait. Vous ne protégez pas. Vous avez échoué. C'est quelque chose qui... Vous ne protégez pas. Voilà. Ok. Ben, honorable, je vais revenir sur cet aspect. On a vu comment ça se passe sous d'autres cieux. Hein. Quand on veut copier, je crois qu'il faut copier tout ce qui est bon. Il n'y a pas de suivi. On déplore l'absence de suivi psychologique. Pour des dames qui ont été traumatisées comme ça, comment on peut les lâcher directement comme ça, les remettre en famille? Oui, c'est vrai. Je réponds d'abord, je dis mea culpa oui. à Jean-Patrick. À Jean-Patrick, mais en même temps, je lui dis, mais Jean-Patrick constate que c'est partout pareil dans le monde. Le monde est devenu violent, extrêmement violent. Et les problèmes d'emploi, il y en a dans tous nos pays. La preuve, quand la Prudence nous a dit avec qui elle n'était pas qu'avec les Camerounaises. Elle a dit les nationalités qui étaient avec elle. Donc les problèmes sont semblables et ça ne nous dédouane pas
complètement. Et nous, Dieu merci, nous sommes encore vivants. Et à vos côtés, je pense qu'ensemble, qu'on peut continuer à travailler pour chercher les bonnes solutions. Maintenant, concernant le suivi psychologique, c'est important. Avant, dans nos sociétés traditionnelles, on n'avait pas besoin d'un psychologue. D'autres jouaient ce rôle, le marabout du coin, l'oncle du coin, la tante du coin. Mais aujourd'hui, la société n'est plus organisée et structurée de la même manière. Et les familles sont de plus en plus unicellulaires. Donc, les gens sont plus exposés et plus fragiles. Et il conviendrait effectivement que, à l'exemple de ce qui se passe ailleurs, quand nous avons ce type d'enfants ou de jeunes ou de personnes qui arrivent après avoir vécu des situations traumatisantes, oui, qu'elles soient effectivement accueillies par la police qui doit faire son travail, mais également accueillies par un autre type de personnel plus empathique, qui a une écoute différente et qui peut tout de suite leur offrir, leur tendre la main. C'est important. Donc, je pense que ça peut faire partie des réaménagements qu'on pourrait faire au niveau des aéroports, puisque c'est devenu maintenant un cycle qui se répète. Oui. Nous avons souvent des rapatriés de tous ordres, et c'est des personnes en détresse, et c'est nos concitoyens. Nous devons en prendre soin, et ça facilite d'ailleurs leur insertion par la suite. Okay. Donc je pense que c'est des aménagements qu'on pourrait faire. Voilà, Jonathan, maître l'honorable Dolabel parle de l'insertion. On a vu Prudence dans les images, accueillie par les siens à l'aéroport. On l'a même vu encore ce matin, nos équipes l'ont suivi dans son quartier Bépanda. La société l'accueille par rapport à ce qu'elle a vécu, ou bien on peut assister à un autre phénomène de rejet. On va dire, bon voilà, tu y es allé, c'est l'échec. Comment la société peut accueillir? Déjà, il faut reconnaître que Prudence est courageuse. Seulement, elle ne va pas échapper à quelque chose, le stigmate. Oui. Et tout à l'heure, Sa Majesté l'a précisé, les stigmates vont devoir naître. Dans sa société, au jour le jour, elle va devoir... Dans son quartier, Bépanda? Effectivement, elle va devoir affronter le regard de l'autre. Oui. Elle a raté l'aventure. Puisqu'on considère que c'est une aventure, elle a raté l'aventure. C'est pas facile à vivre. En termes d'insertion, il y a un processus de reconstruction psychologique. Elle doit trouver les forces pour se remotiver et se réinsérer volontairement. Sinon, elle va faire un décrochage pour la vie maintenant. Donc, il y a le stigmate qui va peser sur elle, le stigmate d'une personne qui n'a pas réussi dans l'aventure. Il y a également un autre problème qui se pose. Au niveau de l'accueil, quand on parle d'insertion, ça devrait commencer par l'accueil à l'aéroport. Il est temps aujourd'hui que notre gouvernement prenne des mesures. Il y a beaucoup de jeunes qui ne demandent que ça. Il y a une jeune expertise dans les domaines de la sociologie, de la psychologie. Quand il y a des crises comme celle-là, le ministère des Affaires sociales, en concertation avec le ministère... On envoie une cellule, on installe une cellule à l'aéroport. Constitue une cellule oui. de personnes qui accueillent ces gens. Ça peut être 3 à 4 psychologues, plus quelques autres experts d'autres domaines. L'assistante sociale. La police peut exploiter les documents pour ses enquêtes normales. Oui. Seulement, je ne sais pas comment la police, elle travaille au Cameroun. Mais ils ont aussi besoin d'experts d'autres champs qui vont davantage les éclairer sur le domaine où ils sont en train de travailler. Donc, il faudrait que davantage le ministère des Relations extérieures, quand il est en train de mener une initiative, associe d'autres parties prenantes. La société civile, on l'a aussi remarqué, est en train de vouloir récupérer. Mais c'est pourquoi? C'est que l'action est malheureusement, comme dans beaucoup d'actions, bricolée. Oui. L'action institutionnelle ici est bricolée. C'est un acteur public, en l'occurrence le ministère des Relations extérieures, qui mène l'action, oui. Et puis ça arrive, les policiers, eux, naturellement, ils vont faire leur boulot, mais maintenant, la personne, à qui est-ce qu'on la laisse? C'est à sa famille. Mais sa famille, c'est pas un cadre sécurisé. Sa famille ne peut pas lui dire, dans cette situation, oui, tu t'es accepté, bon, maintenant, face aux voisins, voilà comment tu vas. La famille ne peut pas la mettre en observation parce que, in situ, tous les membres de la famille affrontent une autre situation. Donc, leur premier adversaire, c'est le survivre au quotidien. Oui. Alors, comment est-ce que ces gens vont davantage lui apporter leur aide? C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on pense à des équipes d'experts
qui vont accueillir ces personnes. Oui. Moi, vraiment, je voudrais... Il y a quelque chose contre lequel je m'insurge un peu. C'est pas pour manquer de respect, mais on parle de réinsertion dans la société. Mais aujourd'hui, quelle est la société camerounaise que nous avons? La société camerounaise aujourd'hui n'existe plus. Sa Majesté a dit tout à l'heure une chose. Avant, on avait l'honorable. On avait notre organisation tribale où, en réalité, l'organisation au village, chacun avait son rôle et les cas comme ça étaient pris. Les cas d'exclusion n'existaient parce que tout était pris en compte avec ce qu'on mettait un peu sous les foires. Mais aujourd'hui, il y a un problème d'existence matérielle de la société. On n'a pas de société qui encadre les jeunes. Les jeunes ne sont plus encadrés aujourd'hui. Donc, quand on parle de réinsertion, c'est réinsertion dans quoi? C'est réinsertion dans quoi? Le cas de départ pour le Koweït est un cas, est une conséquence du manque de lien social qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Mais il y a d'autres cas. Si vous vous baladez au mois d'août à Akwa, vous êtes à Akwa. Vous pouvez voir dans les rues. Là, je rentre au Cameroun en 2008. Entre 2008 et aujourd'hui, quand vous baladez dans Akwa, vous êtes passé de 20, 21, 22 à des fois à 14 ans, dehors, en plein 22h, 23h, qui font le tapin. Alors aujourd'hui, est-ce que on se cache derrière, oui, il faut mettre en place des cellules à l'aéroport, mais cellules pour expliquer quoi? Qu'on va vous réinsérer dans quelle société qui est tellement violente que de toute façon elle vous a rejeté, vous êtes parti au Koweït, moi père, j'ai donné ma fille à un inconnu, va au Koweït. Tellement la société est violente que toi tu décides de donner ton enfant. Donc on va expliquer qu'on va réinsérer dans quoi? Ok, maître, on va terminer avec cette bavure à l'université de Yaoundé 1. Mais non, moi je trouve que c'est surréaliste ce que j'ai entendu. Hein. Je me demande si c'est vrai que c'est à l'issue de la bagarre, ou bien à l'issue de l'acte, fut-il involontaire d'un responsable, d'un enseignant ou de quelqu'un de personnel qui assure la sécurité. Et que cette personne n'ait pas été inquiétée. Pour moi, je trouve ça de manière surréaliste. Je trouve ça surréaliste. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que... parce que le minimum, lorsqu'il y a mort d'homme, c'est qu'on ouvre des enquêtes. On peut par la suite établir ou non la responsabilité de la personne. Mais le minimum, c'est d'ouvrir des enquêtes. Lorsque j'entends le père, M. Ngefak, dire que son fils, qu'il n'y a jamais eu cette ouverture d'enquête, que ce monsieur n'a jamais été arrêté, et que je peine à croire ça. C'est ce que je peux dire. Okay. Vraiment, je peine à croire. Oui, honorable. Oui, moi j'ai une autre inquiétude. En milieu universitaire, d'où vient-il qu'il y ait ce type d'agissement? Pourquoi est-ce qu'on serait autorisé à taper sur un enfant, à taper sur un jeune? Moi, je suis contre les agressions physiques. Parce qu'un accident est vite arrivé. Je ne pense pas que l'intention de M. Njikam, c'est Njikam, oui, était de tuer le jeune. Mais peut-être que le jeune était fatigué ou il avait eu une insuffisance quelconque et l'accident est arrivé. Mais c'est parce qu'il y a eu ces coups portés. Donc moi, je m'inscris contre ces agissements. Les gens civilisés ne se tapent pas les uns sur les autres. Quand il y a à s'expliquer, on s'explique. S'il y a des sanctions, on applique les sanctions. Et je pense que les jeunes de l'ADEC ont raison de relever cela. Il faut que quand nos enfants vont dans les universités, dans les établissements scolaires, qu'on les sache protéger par l'encadrement qui est mis en place. Et qu'on n'ait pas plutôt peur qu'il leur arrive quelque chose. Dans une société qui ne protège pas, effectivement, on aura peur tout le temps. Il faut non, mais je veux dire, ces accidents-là, même en Occident, on voit... on est bien d'accord, une société qui ne protège pas. Mais ce qui est dramatique dans ce cas, et je comprends la peine des parents, c'est le fait que l'administration, si c'est vrai, n'ait pas entrepris elle-même de faire quelque chose. Mais maintenant, comme on n'a pas tous les éléments, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Ok, Sylvestre Hippolyte Zangao, bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, 100% football, c'est dans un instant. Oui, dans un instant, nous parlerons de ce match retour entre le Cameroun et le Malawi. Ce sera donc demain, du côté de Malawi, après la victoire des Lions. Vendredi, 1-0, but de capitaine du jour, Eric Massim Choupo-Moting. Le match retour, comptant pour la 4e journée éliminatoire de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun. Ce sera donc demain sans le capitaine de vendredi dernier, Eric Maxime Choupo-Moting, blessé. En conférence de presse ce jour au Malawi, Clarence Sidoff a désigné un autre capitaine, le 3e depuis qu'il est arrivé chez le banc des Lions dont Tapi Cameroun, sera
sera donc Georges Constant Mandiek qui sera le capitaine de cette sélection nationale de football du Cameroun. Demain, nous parlerons également de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec Pierre Semengue qui surprend une fois encore tout le monde. Les clubs admis à faire valoir leurs droits en division inférieure à l'issue de la saison dernière vont rester maintenus dans leur division respective puisque Pierre Semengue décide de faire jouer le championnat à 20 pour l'Elite 1 et 18 pour l'Elite 2 au cœur d'une crise qui mine cette Ligue de football professionnel du Cameroun. Vous vous souvenez que cette semaine, on a parlé, la semaine dernière plutôt, du limogeage de Pauline-Thérèse Manguelet, Pierre Semengue qui a décidé donc d'envoyer son secrétaire général à la retraite âgé de 62 ans. Du coup, il y a la levée de bouclier des présidents de clubs qui estiment que cette décision a été prise de manière unilatérale et non conforme au test de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Un clin d'œil sera également fait au football féminin avec les Lions qui préparent la CAN qui se joue dès le mois de novembre prochain du côté du Ghana. Et le sélectionneur Joseph Ndoko a rendu public une nouvelle liste des joueuses qui vont prendre part à un stage très prochainement à Yaoundé. Voilà, 100% football, c'est tout à l'heure avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Rapidement, quelques secondes, on est arrivé au terme. Jean-Patrick, tiens, sur cette affaire Oui, l'université. On est en état de droit. Il faut absolument que l'enquête soit ouverte et menée pour que un éclairage soit fait et que cette famille puisse faire son deuil parce que tant qu'on ne trouvera pas les raisons qui ont conduit à cet instant malheureux et que les coupables, s'ils sont soit identifiés, ils ne se reposeront jamais. Donc il faut une enquête. Ok, Jonathan, c'est un étudiant, c'est un jeune. J'ai été sur le campus et je suis encore sur le campus. Donc pour moi, je me sens profondément menacé et je suis consterné par cette situation. Il faut effectivement que les pouvoirs publics sanctionnent, que le recteur lui-même sente que la décision de mettre des personnes irresponsables sur le campus, ça peut avoir des coûts. Donc que le ministre de l'Enseignement supérieur prenne des mesures et que l'université de Yaoundé ressentent effectivement qu'ils sont protégés par les autorités. Ok, merci honorable d'être venu. Merci à vous, maître. Merci Jean-Patrick, merci Jonathan. Bonne soirée à vous, madame, messieurs. Merci de nous avoir une fois de plus suivis. Rendez-vous demain 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Yabassi.